Bonjour et bienvenue à LVA TV. Ce matin, nous sommes très honorés de recevoir Michel Saint-Pierre, ex-sous-ministre au MAPAC 2004-2008, mais de nombreuses autres fonctions également, à la financière agricole, au SIAC, à la régie. Ce matin, Michel Saint-Pierre, vous êtes là pour une raison bien précise. On sait que M. Pronovo est décédé le 26 décembre dernier. Vous étiez un ami très proche, M. Pronovo, en plus d'être un collègue au gouvernement. On aimerait en fait que vous nous parliez de M. Pronovo et que vous nous expliquiez pour quelles raisons M. Pronovo était perçu comme ce sage, pas seulement dans le monde de l'agriculture, mais dans l'ensemble de l'État. Bonjour, M. Paddy. Bonjour. Quand j'ai connu Jean Pronovo de façon plus intime, c'était, on peut dire, les 15 dernières années. C'était quand je suis arrivé comme sous-ministre, donc en 2004. Mais Jean Pronovo avait une feuille de route qui était assez extraordinaire déjà. Là. Il était déjà, lui, un peu vu comme parmi on peut dire le forum des sous-ministres, parce que c'est comme ça qu'on s'appelait quand on se regroupait, là, comme à chaque 2 semaines. Jean était un personnage, quand il parle, on l'écoute. Ça, c'est un bon signe, ça. Un personnage, c'est un sage, parce qu'il avait touché à peu près à l'ensemble des grandes missions de l'État depuis les 30 dernières années. Il avait été, on peut dire, un artisan majeur dans la mise en place de ce qu'on connaît l'État moderne aujourd'hui. Il était passé par l'ensemble des ministères. Oui, tout à fait. Il avait commencé d'abord par l'éducation, où il avait été haut fonctionnaire et sous-ministre adjoint à l'éducation supérieure. Et dans un ordre là, que peut-être qui n'est pas le bon, mais je sais qu'il a été à emploi et non pas sécurité sociale, appelez ça comme ça, mais emploi et... Solidarité? Et emploi, donc, je pense, mais je vais venir par la suite, il était à l'environnement. Emploi et sécurité du revenu. Voilà, c'est comme ça qu'on l'appelait, parce que les noms changent assez régulièrement, comme vous savez, des ministères. Alors, c'était à l'époque emploi et sécurité du revenu. Il était à l'environnement. Il était, oui, aux affaires municipales. Et là, peut-être j'inverse. Et même encore récemment aux affaires municipales. Oui, et puis il a été par la suite, lorsque je l'ai plus connu, c'était, on peut dire, développement économique. MDEIE qu'on appelait à l'époque, développement économique et autre chose. Là. Oui, mais essentiellement, ce qu'on appelait Industrie du commerce également. Oui, ce qu'on avait appelé à l'origine Industrie-commerce et qui était devenu MDEIE, Ministère du développement économique. C'est là que je l'ai connu. C'était la fin pour lui. Il avait déjà décidé de prendre sa retraite, et quand on regarde le parcours, on pourrait dire bien mérité dans ces postes-là, mais certainement... La retraite qu'il avait prise n'est pas totalement prise, parce qu'il nous disait avoir encore des mandats aux affaires municipales. Tout récemment, l'année dernière, un mandat au ministère de l'Environnement avec Isabelle Mélenchon. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est resté très actif. Il n'a jamais arrêté. On peut dire qu'il n'a jamais arrêté, parce qu'à partir du premier jour de sa retraite, d'abord, il a accepté une charge de cours à l'EDAP. Alors ça, c'était pour à peu près 6 mois, ça l'a occupé. Il a été par la suite président du conseil de la SODEC, ça c'était Développement entreprise culturelle. Donc c'est un autre des volets qui vient pratiquement compléter là, comment dire, la gamme des grandes missions de l'État. Donc il y avait ce bagage-là qui était unique, véritablement, parce que beaucoup de sous-ministres, dont moi, on était plutôt des spécialistes dans un secteur. Des gens qui ont été énergie-ressources, par exemple, connaissaient bien ce secteur. Puis vous, en fait, quand vous étiez sous-ministre au MAPAC, donc 2004-2008, c'est en 2006 que vous avez l'idée de l'approcher pour la fameuse commission dont il deviendra président, la commission sur l'agriculture et l'agroalimentaire. Comment est née cette idée de la commission? D'abord, elle est née un petit peu avant. Elle est née 1 an ou 1 an et demi plus tôt. Quand je suis arrivé comme sous-ministre, bien évidemment, on fait autant que possible le tour du jardin. C'est la bonne façon de commencer, d'apprendre un peu qu'est-ce qu'on a. J'avais connu antérieurement à ça beaucoup le financement agricole avec la financière, les assurances agricoles également, puis et j'en passe, également l'insémination artificielle. Mais il restait que je voulais avoir une vue d'ensemble du ministère. Alors, j'ai donc fait un premier grand tour du ministère, incluant des visites nombreuses dans les régions. Et l'idée, par la suite, a commencé pour moi, à mûrir dans le sens que je voyais une agriculture différente et surtout de plus en plus polarisée en 2 pôles, dans le fond.
une agriculture industrielle tournée vers les grands marchés, vers également la transformation. On parle des grandes cultures, par exemple, le porc est devenu ça, et une agriculture davantage que j'appellerais d'occupation de territoire, une agriculture plus près du consommateur, à circuit court et tout. Ces deux pôles-là commençaient à devenir de plus en plus précis. Et l'analyse que j'en faisais, c'est que les politiques qui avaient été mises en place dataient, on peut dire, la pensée avait déjà 40 ans de vieux. C'était à partir de... Il fallait moderniser les politiques agricoles. Les politiques ont été mises, les politiques qu'on avait au moment où je faisais l'analyse étaient celles, on peut dire, qui étaient nées d'une pensée de 1965-70 à peu près, après le rapport April. Et donc, il y avait véritablement lieu de se poser des questions sur nos politiques agricoles. Et c'est comme ça que cette idée-là a germé. J'ai monté un dossier, un grand cahier, si on veut, qui démontrait qu'on ne répondait plus à l'ensemble des besoins de l'agriculture. Puis là, à l'époque, vous convainquez Yvon Vallière, ministre de l'Agriculture, de dire qu'il faut faire une commission, il faut se parler. Voilà, c'est ça. Alors, il faut faire une commission. Moi, c'était mon idée. D'autres préconisaient un autre sommet, mais moi, j'avais connu des sommets. Je m'étais dit, bon, on en a fait des sommets, et puis on tourne plus en rond avec les sommets. Mais là, refaire l'exercice qui avait été fait 40 ans plus tôt, une commission d'enquête. Il y a 40 ans, on appelait ça une commission royale d'enquête. Et puis une commission, ça va sur le terrain, ça va à la rencontre des gens, des vrais agriculteurs, voilà, pas forcément un sommet. Voilà, ça ne se résume pas à une table ronde, une commission. C'est véritablement un travail de longue haleine qui veut dire qu'on va rencontrer l'ensemble. Et cette idée-là, rapidement, a été bien reçue par le ministre Vallière. Et il fallait par la suite la faire passer au niveau du Conseil des ministres, Premier ministre et ainsi de suite, parce que c'était un décret qui créait cette commission-là. Donc, l'exercice a été bien mené, je dirais. L'exercice a été bien mené, ça a été gros, parce qu'on parlait de 720 mémoires. Même si vous disiez tout à l'heure hors d'onde que 500 des mémoires venaient de la même poche, c'est-à-dire venaient de l'UPA, puisqu'en fait... Il y avait la même trame à tout le Il monde. y avait la même trame. Oui. Puis, mais il y avait quand même 720 mémoires, et sur l'ensemble des mémoires, ce qui ressortait, c'était un goût pour la diversité en agriculture. Oui. C'est ce qu'on peut en retenir. Puis la sortie du rapport a été moins heureuse que la commission. D'accord. C'est vrai. On peut dire que ce que le rapport nous dégageait, c'était le côté pluriel de l'agriculture. Le mot était à plusieurs endroits dans le rapport. On dit on est devenu une agriculture qui était plurielle. Elle n'est plus monolithique. Ce n'est plus l'agriculture d'un seul modèle comme on a connu dans les années antérieures à la Révolution tranquille, avec vraiment tout le monde était tourné autour du troupeau de vaches et de quelques activités. On avait changé complètement les modèles, donc elle était devenue plurielle. C'est ce que la commission a reconnu, a essayé de faire valoir. Et puis le gouvernement, au fil des années, a appliqué peu de choses. D'ailleurs, vous avez vous-même écrit un rapport, le rapport Saint-Pierre, en 2009, si je ne me trompe pas, où certaines idées ont peut-être percé, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une modernisation de l'agriculture, ni après le rapport Pronovo, ni après le rapport Saint-Pierre. Comment M. Pronovo vivait cela, vous qui l'avez bien connu, ce fait de cette attente permanente du gouvernement à changer les choses? Bien, évidemment, on peut toujours prendre ça sur le côté négatif puis dire, ben voilà, le rapport a été un peu mis aux oubliettes. Bon, il est ressorti, c'est pas tout à fait vrai. Il n'a pas été, comme certains ont pu dire, tabletté. On en a sorti régulièrement. D'ailleurs, il y a quelque temps, on a fêté les 10 ans et on a vu à quel point la pensée n'avait pas vieilli de ce côté-là. Alors, bien sûr qu'il est encore vivant. Il n'était pas enthousiaste de façon excessive, mais il comprenait que les choses se passent lentement, que l'agriculture, c'est un secteur qui doit aller à son rythme. Et ça, il comprenait ça. Il n'était pas du tout découragé parce qu'il a travaillé de toute façon dans les suites de son rapport de façon constante et de façon généreuse. D'ailleurs, en devenant président fondateur de l'Institut Jean Garon, qui collabore avec la vie agricole ici dans les locaux, il a effectivement marqué le fait qu'il voulait encore parler d'agriculture et qu'il voulait encore qu'il se passe des choses nouvelles en agriculture. Exactement. Il voulait, donc il était prêt à s'engager. Puis il le fait de façon extrêmement généreuse de son temps
Et on continuait, nous, d'avoir des longues conversations. Là. Des fois, c'était comme ça, face à face. D'autres fois, c'était plus fréquemment, c'était au téléphone et presque d'une façon hebdomadaire. On échangeait sur toutes sortes de choses, toutes sortes de nouvelles, petites et grandes, qui se passaient. Il avait véritablement pris la piqûre de l'agriculture. Parce que si on résume un peu, la carrière antérieure, elle était multiple, mais elle ne touchait pas à l'agriculture. Mais cette capacité d'intégrer les enjeux qui étaient de façon à la fois côté social, qui était du côté culturel, côté économique, côté environnemental, cette capacité-là, c'était pour lui, on va dire génétique. C'était sa grande force. Et quand il est arrivé en agriculture, même s'il m'avait dit le premier jour, je ne connais pas ça, je savais très bien que ça n'a pas d'importance. Il était pour le connaître. Il était pour faire le tour. Alors, donc, il est tombé là-dedans. Et les 15 dernières années, à mon avis, le fait marquant a été son arrivée en agriculture, à la fois pour lui, comme personne, et pour le secteur lui-même. Et pour le secteur lui-même, parce qu'en fait, il a marqué un virage qui est encore très lent, mais il a marqué un virage qui tente à se prendre vers le retour à une agriculture de proximité qui n'était pas dans le discours avant 2006-2008, en fait. On ne parlait pas de circuit court, on ne parlait pas d'agriculture de proximité. Également, notre regard par rapport à la terre, aux ressources également, et tout ça dans un contexte, avec un autre enjeu qui est celui du réchauffement climatique. On lit le rapport aujourd'hui et à mon avis, il n'a pas vieilli. C'était visionnaire, en fait. Il n'a pas vieilli. C'était très visionnaire comme perception. Oui. Monsieur Pronovo, peut-être deux adjectifs qu'il caractérisent. De grande intégrité, nous on l'a vu parce qu'on a collaboré avec lui pendant 2 ans dans la mise en place de l'Institut Jean Garon. Avec cette grande intégrité qu'il avait, il a fait encore des déclarations, même dans les derniers mois, à notre antenne, en disant qu'il croyait encore au pluralisme syndical en agriculture. Selon vous, comment il était dans les derniers mois, dans la dernière année, vis-à-vis de la 47, qui a été le point central du rapport, qui a bloqué le rapport au départ? Certains disent que finalement, il regrettait un peu la 47, d'autres disent que non, enfin, à l'écran, il est très clair, il y croyait encore, mais est-ce que vous en parlez, vous, de la 47? Ça le perturbait, cette histoire de la 47? Pour lui, il faisait un lien direct et indissociable entre l'agriculture plurielle d'aujourd'hui et la nécessité d'avoir une représentation qui était dans le même esprit, qui était plurielle. Alors, et l'idée de briser, on peut dire, la pensée unique, pour lui, c'était aussi important le dernier jour que ce l'était lorsqu'il a écrit le rapport. Et il l'a écrit lui-même. Cette pensée-là, contrairement à ce que j'ai pu lire, ça n'a pas été imposé par quiconque. Ça allait pour lui, on dit, c'est une conclusion qui était absolument incontournable. Il n'aurait pas retiré la 47 pour laisser passer d'autres affaires, en fait? Non. Pour lui, elle faisait partie intégrale de cette... mais quand on lit également, on le voit à quel point il y a une suite logique là, dans cette chose-là. Alors non, il n'aura pas retiré la 47 pour d'autres avantages. Non. Donc, en fait, il était, comme vous dites, au premier jour jusqu'au dernier jour, encore convaincu que la fin du monopole était nécessaire pour donner de l'air frais en fait, à l'agriculture. C'est ce que je comprends. Oui, on peut dire ça. Puis, comme c'était un homme très actif, parce qu'on le voyait dans la relation qu'il avait avec l'Institut Jean Garon, il s'impliquait dans l'organisation de débats, de colloques, il parlait régulièrement avec Simon Bégin au téléphone, comme il faisait un peu avec vous, en fait, pour toujours être à jour. Puis là, on apprend que dans les derniers jours, même la veille de son décès, il aurait rédigé un message en fait à l'Union paysanne, oui. Parce qu'il devait participer à une activité de l'Union paysanne en janvier. Et jusqu'au dernier moment de sa vie, il pense encore à l'agriculture et il écrit un message à l'Union paysanne pour qu'il puisse le lire. Exact. C'est incroyable. C'est exact. Le dernier jour, 24 heures avant son décès, qu'il connaissait d'ailleurs, parce que... Il savait que c'était... Il savait, là, il connaissait son état, clairement. 24 heures avant, il dictait à sa belle-fille un message parce qu'il avait promis à l'Union paysanne qu'il leur enverrait un texte, je ne sais pas de quelle nature, je sais que c'est un message, une note quelconque, de toute façon, qu'il a dictée. Qu'il a dicté, en fait, comme quoi, en fait, cet homme était à la fois actif, à la fois intègre, d'une grande fidélité aux intérêts qu'il portait à la société québécoise.
Et on gardera de lui en mémoire, effectivement, tous ces beaux adjectifs. Nous vous remercions beaucoup, Monsieur Saint-Pierre, d'être passé nous voir en studio. Nous vous invitons à repasser quand vous voulez. C'est un grand plaisir, M. On Pételli. parlera plus profondément d'agriculture, parce que vous, je sais que si M. Pronovo avait un éventail très large dans le monde, dans la gouvernance, vous avez, vous, un grand éventail dans la gouvernance agricole. Donc, on vous accueillera à nouveau dans les prochaines semaines. Je vous remercie beaucoup de l'invitation. Merci. Au revoir.